Alors, autre chose, pas autre chose. On reste sur l'actualité, mais on va prendre un autre son de cloche avec quelqu'un de l'opposition cette fois-là. Monsieur Jean-Serge Tchibin, il est secrétaire national en charge des communications et médias du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila. Monsieur Jean-Serge Tchibin, bonjour. Bonjour, très cher Marius. Merci pour l'invitation. Je salue nos compatriotes avec qui nous partageons ces plateaux. Nous sommes contents d'être invités ce matin sur Kinshasa Télévision. Nous osons croire que ce ne sera pas la dernière fois d'être ici. Non, nous osons que vous viendrez souvent nous voir parce que nous voulons à Kinshasa Télévision avoir tous les sons de cloche. Donc, si vous avez à dire des choses qui peuvent intéresser nos téléspectateurs, les Congolais en général, venez le dire ici et la porte vous sera grandement ouverte et nous vous poserons les mêmes questions que nous posons à tout le monde. D'ailleurs, vous avez vu passer ici Monsieur Atundu qui a parlé. Vous étiez dans les coulisses, vous l'avez suivi. Juste votre réaction par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à votre président, Joseph Kabila. Merci pour la question. J'ai suivi religieusement M. Atundu, mais je suis très déçu. Déçu de l'homme que j'ai connu, qui était un modèle pour certains, parce que c'est un sécurocrate, un homme qui était réfléchi. Mais aujourd'hui, je trouve que nous sommes en face d'un homme qui n'arrive pas à s'assumer. À assumer ses positions et à défendre son camp politique. Pourquoi il ne sait pas le faire? Parce que, en réalité, ceux qui dirigent, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, n'ont pas de stratégie, n'ont pas quelque chose à proposer, et ils sont en quête d'un bilan à présenter auprès de la population. Et Atundu, comme un aîné, que je respecte beaucoup, est en difficulté de défendre valablement son camp politique aujourd'hui. Alors, la seule manière de défendre ces camps-là, c'est de jeter le discrédit sur Joseph Kabila. C'est salir l'image de Joseph Kabila. C'est ternir son image, les diaboliser vis-à-vis de la population. C'est la seule manière pour Atundu. Il n'y a pas que ça. Alors, la sortie médiatique de Kabila. Est-ce que ce qu'il a dit est faux? Depuis l'agression de je passe à l'Est, on a très peu entendu l'ancien président de la République sur le sort des populations de l'Est. Merci beaucoup. Le PPRD est un parti structuré. Notre famille politique, le FCC, est bien structuré. Kabila, c'est au PPRD, il est président national. Au FCC, c'est l'autorité idéologique et autorité morale. Il ne prend pas la parole comme à l'UDPS. Nous avons des structures qui sont qualifiées et compétentes pour parler. Non, ne serait-ce que pour garder ce contact charnel avec des populations. Il le fait. Il avait un devoir. Il avait un devoir de se taire après les élections de 2018 et après la rupture de la coalition FCC-Cash. Il était temps que le FCC devait se concentrer sur son avenir politique, mais il était aussi temps pour Joseph Kabila de se retirer un peu de la classe politique pour préparer... La nation est en danger aujourd'hui. Tout à fait, il est revenu pour ça. Il l'a dit, je crois que vous l'avez suivi, parce que Kinshasa Télévision est en train de suivre, est en train aussi de suivre toutes ces interviews. Il avait dit, j'étais occupé sur la situation politique de ma famille politique, mais aussi de mes études. Alors, j'ai pris la décision de mettre une pause sur ces études-là, afin de revenir pour s'occuper de la situation du pays. Parce que nous observons, nous constatons que le pays est en danger. Dernière question, où est-ce qu'il est pour le moment? Il est en Afrique, il est en Afrique du Sud, il est en train de continuer ses études. Donc, il n'y a pas de souci sur ces plans-là. Alors, vous m'avez posé une question capitale. Ce que M. Atundu dit, c'est faux. Quand vous lisez non communiqué, que ce soit du FCC, que ce soit le communiqué du PPRD, nous avons toujours une pensée pieuse à tous nos compatriotes. Nous avons toujours des idées, des approches que nous proposons. Nous faisons une opposition républicaine que l'UDPS n'a jamais fait. Atundu aujourd'hui est en train de réclamer à Kabila de faire une déclaration de compassion à nos compatriotes de l'Est, de faire une déclaration pour soutenir Félix Tshisekedi, de faire une déclaration pour soutenir l'armée. Est-ce qu'il est capable de venir en face de moi sur ces plateaux, de nous montrer, ne serait-ce qu'une seule déclaration de Félix Tshisekedi, quand il était président de l'UDPS et un opposant, en train de faire une communication pour compatir avec nos compatriotes de l'Est? Non, ça ne s'est jamais fait. Est-ce que vous pouvez nous donner une déclaration d'Étienne Tshisekedi, mon grand-père que je salue, paix à son âme? Est-ce qu'on pouvait avoir une déclaration d'Étienne Tshisekedi en train de soutenir Kabila?
de soutenir l'armée, mais nous le faisons aujourd'hui. Parce que nous ne voulons pas faire une opposition comme l'UDPS. Nous soutenons l'armée. D'ailleurs, nous l'avons dit lors d'un communiqué que notre soutien à l'armée est un soutien inconditionnel. Vous avez légitimé les M23, vous avez légitimé la FCM. Je vais y arriver. Nous n'allons pas soutenir Félix Tshisekedi parce que nous avons proposé des choses qui n'ont pas été respectées dans le cadre de la coalition FCC-Cash. Et après la coalition, nous avons aussi proposé des choses. Aujourd'hui... Mais ça, c'est des problèmes tout à fait privés. Non, il n'y a rien de privé. La coalition FCC-Cash est un... Les partis politiques sont des faits privés. Oui, est un contrat qui a été rendu public dans le cadre de coopération des partis politiques. Il n'y avait rien de privé. Et ces contrats existent, qui nous a unis. FCC et Cash, c'est un contrat qui existe. Donc il n'y avait pas de privé. En ce qui concerne la gouvernance, quand Félix Tshisekedi arrive à la tête du pays, il avait reconnu publiquement qu'il avait trouvé une armée à la 8e position, la 8e puissance militaire sur le plan africain. Il avait reconnu qu'il avait trouvé un pays en paix, un pays qui avait une armée républicaine, structurée, mais dynamique. Il n'y avait jamais eu du M23, il n'y avait jamais eu de guerre à l'Est. Si nous parlons de la guerre aujourd'hui, si nous parlons du M23 aujourd'hui, c'est Félix Tshisekedi et son régime. Il y avait toujours la guerre à l'Est, mais pas le M23. Bon, allez, mais revenons, revenons à l'actualité, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo avec les négociations au niveau de consultation ici, mais également les négociations à Doha avec le M23. Quelle est la position de votre parti? Notre position reste la même. Nous ne sommes pas demandeurs ni de dialogue, ni de contact, ni que je peux appeler de rencontres privées. Parce que nous avons entendu il y a 2 ou 3 jours passés qu'il y aurait une invitation destinée à notre président national pour aller répondre à une invitation d'un chef de l'État au niveau de la sous-région. Nous disons non. Joseph Kabila n'est pas concerné par ce qui se passe à l'Est. Cette rumeur a circulé parce que quelques jours plus tôt, on l'avait vu en Ouganda. Non, il n'a jamais été en Ouganda. Kabila n'a jamais été en Ouganda. Avec le président Museveni. Il n'a jamais été vu en Ouganda. C'était une désinformation. C'est qu'on appelle ici à Kinshasa les Kadiosha pour manipuler l'opinion publique. Joseph Kabila n'a jamais été en Ouganda. Nous avons vu ces tweets-là et nous avons demandé à ces médias de mettre sur la place publique la photo de Joseph Kabila avec Yoweri Kaguta Museveni. La photo n'est pas là. C'était une manipulation. Donc nous disons que Joseph Kabila et notre famille politique, nous ne sommes pas demandeurs d'un dialogue et moins encore de ce qui s'est fait là. Comment pensez-vous régler les problèmes auxquels le pays est confronté aujourd'hui? Si vous ne vous rencontrez pas, vous ne vous parlez pas? Mais nous estimons que Félix Tshisekedi a été élu à plus de 70%. Nous estimons qu'il a la majorité à l'Assemblée nationale, au Sénat. Et il y a quelques mois, on nous traitait de l'opposition à PT, on nous traitait de l'opposition à Bandoki, on nous traitait de tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, nous avons quelque chose à apporter en tant qu'opposition? Vous savez vous-même que vous n'avez rien à apporter? Non. Vous-même, vous savez que vous n'avez rien. Non, nous avons déclaré impuissant. Nous avons des choses à apporter. Oui. Mais face à ceux qui dirigent, qui nous avaient traité de l'opposition. Le pays est en train de brûler maintenant. Votre rapport là va arriver quand? Je vous donne un fait. Quand cette guerre a commencé, nous avions dit, en âme et conscience, connaissant nos faiblesses, nous avions dit à l'époque à Félix Tshisekedi de restructurer notre armée, de prendre des décisions courageuses. Et s'il fallait discuter, là, Bounaga n'était pas encore tombé. Bounaga n'était pas encore tombé. Et la réponse était la même. Vous êtes des jaloux, vous êtes des haineux. Vous ne voulez pas que Tshisekedi dirige. C'était la réponse. Mais quand Bounaga est tombé, et les choses ont avancé, nous avions proposé. Quand l'Union sacrée avait pris la décision d'instaurer l'état de siège, le FCC avait parlé. Mais vous proposez quoi aujourd'hui? Je vais y arriver, cher Marius. Nous avions dit que l'état de siège est une décision populiste. Nous avions dit que l'état de siège ne répondait pas. Mais qu'est-ce qu'il fallait faire à la place? Mais je l'ai bien dit ici. Il faut compter sur notre armée, il faut la restructurer, il faut mettre des moyens conséquents au sein de nos services de sécurité et de défense. C'est ces services-là qui peuvent nous aider aujourd'hui à faire la guerre. Mais on ne nous avait pas écoutés. On a préféré prendre l'argent pour avoir des mercenaires
qui ont fui aujourd'hui, qui ont abandonné nos militaires et nos matériels militaires. On avait préféré prendre l'argent pour inviter les armées de l'EAC à 8 qui étaient venues ici sur le sol congolais. Aujourd'hui, ces armées se trouvent où? Est-ce que l'état de siège nous a amené des solutions? Est-ce que notre adhésion à l'EAC, qu'on nous avait présenté, qu'on nous avait présenté, s'il vous plaît, je vais terminer, qu'on nous avait présenté que c'était une approche salvatrice en adhérant à l'EAC, nous aurons un soutien inconditionnel pour mettre fin à la guerre. Est-ce qu'en adhérant à l'EAC aujourd'hui, est-ce que nous avons ces soutiens-là? Est-ce que nous sommes prêts aujourd'hui à mettre fin à la guerre? Non. Donc, nous disons que toutes les approches qui ont été levées, toutes les approches qui ont été adoptées par le gouvernement en place, ces approches-là, aujourd'hui, s'avèrent des approches inefficaces. D'accord, on vous l'accorde. Vous proposez quoi? Nous proposons, il faut travailler, refaire notre armée. Mais comment? Vous proposez où est-ce que... Venez parler. Dans quel cadre? Dans le cadre institutionnel. Nous avons un gouvernement, nous avons un ministre de la Défense, nous avons des conseillers à la présidence, nous avons des hommes autour du chef de l'État. Ils n'ont qu'à réfléchir. Donc, ils doivent travailler. Vous restez dans votre position. Nous restons dans notre position tout en leur demandant. C'est un problème de personne entre le président actuel et l'ancien. Non, non. C'est un problème de gouvernance. Nous sommes à l'opposition, nous ne sommes pas d'accord avec M. Tshisekedi sur le plan de la gouvernance publique, sur le plan de politique publique qui sont mises en pratique, qui sont exécutées au niveau de la gouvernance. Nous n'avons pas un problème personnel avec Tshisekedi. Moins encore notre chef. Il l'a dit lors de son dernier speech qu'il n'avait pas de regrets et qu'il ne regrette pas avoir fait ce qu'il a fait parce qu'il estime qu'un homme ne vit pas avec des regrets. Les faiblesses, les erreurs sont faites pour nous donner la force et pour préparer l'avenir. Monsieur Jean-Serge Tchibin, le solde des militaires au front a été revu à la hausse. N'est-ce pas un geste louable? C'est vous qui me le dites ici. Nous avons vu des photos sur les réseaux sociaux. Jusque-là, en tant qu'intellectuel, vous êtes journaliste, vous savez que nous sommes en pleine exécution du budget. Alors, si on doit rester intelligent, si on doit rester réfléchi, nous devons nous poser des questions sur ce plateau. Si le solde a été augmenté, d'où vient cet argent? Je suis content qu'on ajoute de l'argent à nos militaires. D'où vient cet argent? Cet argent a été puisé. Sur quelle ligne budgétaire? Vous êtes d'accord sur le fait que leur solde est revu à la hausse? Vous vous interrogez sur l'origine de l'argent? Je ne confirme pas. Il y a les communiqués du ministère de Finances. Tout à fait, je ne confirme pas. Je ne confirme pas. Des communiqués, on en a eu dans ces pays avec l'UDPS, mais la réalité est autre. C'est un communiqué officiel. Hein. Tout à fait. Nous avons vu aussi des communiqués officiels être rejetés par leurs émetteurs. Donc, nous mettons... je ne suis pas négativiste, pessimiste, mais je dis ceci. On doit se poser des questions et des vraies questions. Si les communiqués s'avèrent vrais, nous devons maintenant, en tant qu'intellectuels, nous sommes en pleine exécution du budget. D'où est venu cet argent qu'on a ajouté aux militaires? Ça a été puisé dans quelle ligne budgétaire? Il y aura une loi sur la réduction des comptes. Il y aura une loi. Mais il y en aura, justement. D'où vient cet argent? Mais c'est à ce moment-là que vous saurez. Non, non. Vous le saurez, justement. On ne gère pas la République. On ne gère pas la République avec des tâtonnements. Nous sommes dans une République qui se veut démocratique. Il y a des lois préétablies. On pose des actes conformément à ces lois-là. Nous avons un cadre qui est dédié à l'étude et à l'exécution du budget. Et le Parlement, l'Assemblée nationale est là. Poser des questions aux députés. Est-ce qu'ils se sont réunis pour discuter de cette majoration des salaires de militaires? Non. Et l'autorité budgétaire, qui est l'Assemblée nationale, qui sont des députés, vous diront que cette démarche, bien qu'elle soit salvatrice pour nos militaires, mais ça viole les cadres légaux et institutionnels. Et ça, en tant que républicain, en tant qu'un homme qui s'en tient aux lois, nous disons non, la République ne fonctionne pas comme ça. On en parlera. Justement, vous savez que dans notre émission, on a Cocorico. Hein, on va essayer de voir aujourd'hui, c'est Cocorico qui pose quand même certaines questions. On va lui demander de vous poser une ou deux questions. Hein. Alors, Cocorico, je suis sur ce plateau, nous sommes avec monsieur Jean-Serge Tchibin. Il est le responsable de communication du PPRD, qui est le parti de l'ancien président Joseph Kabila.
compte tenu des enjeux politiques actuels, il est avec moi sur ce plateau, je voudrais que tu lui poses 2 questions en rapport avec le président de son parti, Joseph Kabila. Très bien, Marius. Merci pour cette précision. C'est important d'avoir la voix du PPRD, surtout dans cette période post-électorale où les équilibres politiques sont en pleine recomposition. Alors voici 2 questions que je poserai à M. Jean-Serge Chibin. Première question. Monsieur Chibin, plusieurs Congolais s'interrogent sur la posture actuelle de Joseph Kabila. Il reste discret, mais semble actif dans les coulisses. Pouvez-vous nous dire clairement quel rôle entend jouer le président de votre parti dans la nouvelle configuration politique qui se dessine? Est-il en retrait, en observation ou en manœuvre pour un retour plus visible sur la scène? Et la deuxième, on voit une montée en puissance du courant tshisekédiste avec une majorité confortable à l'Assemblée. Dans ce contexte, quel est le positionnement stratégique du PPRD? Comptez-vous incarner une opposition ferme, chercher des passerelles ou repenser votre projet politique autour d'une nouvelle génération? Voilà. Les 2 questions sont là. Très belle question. Je crois je commence par la dernière. Ouais. Nous sommes en train de nous restructurer en tant que famille politique. Nous sommes en train de repenser nos idées par rapport à notre gouvernance des 18 ans. On n'a pas été décent. Nous avons posé des actes et aujourd'hui, nous sommes en train de requalifier ces choses-là pour nous préparer, évidemment, à participer aux élections de 2028. D'où l'objectif de la restructuration du PPRD qui est en cours et surtout la restructuration de l'IFCC qui va arriver. Et par rapport à la première question... La première question, je vais la relire pour vous. Plusieurs Congolais s'interrogent sur la posture actuelle de Joseph Kabila. Il reste discret, mais semble actif dans les coulisses. Pouvez-vous nous dire clairement quel rôle entend jouer le président de votre parti dans la nouvelle configuration politique qui se dessine? Est-il en retrait, en observation ou en manœuvre pour un retour plus visible sur la scène? Je ne pense pas qu'il est en retrait. Il a fait un retour gagnant sur le plan politique. Donc il est actif. Il est en train de travailler sur notre retour, sur la reconquête du pouvoir. La reconquête du pouvoir, ça veut dire revenir comme président de la République? Oui, la reconquête du pouvoir du FCC. Et de lui revenir comme président de la République? Il peut revenir parce que rien ne l'empêche de revenir comme chef de l'État. Il peut revenir comme chef de l'État, d'où, comme nous pouvons aussi allier un autre candidat. Il y avait justement à un moment donné ces débats sur... Ce débat a été lancé par le FCC et nous avons demandé à nos frères de l'Union sacrée de nous affronter sur des plateaux de télévision avec des arguments scientifiques et politiques. Ils n'ont jamais été là. Et juridiques. Et surtout, ce débat a été lancé par notre secrétaire permanent, Emmanuel Ramazan Chadari. Il avait lancé une invitation au professeur Mbata, à tous les constitutionnalistes de l'Union sacrée. Ils n'ont jamais répondu. Donc, nous sommes prêts à refaire ces débats-là parce que nous avons des arguments politiques et juridiques que nous pouvons mettre sur la table pour mettre les débats politiques ou scientifiques, apparemment, ça ne suffit pas parce qu'il y a un organe constitutionnel qui est là pour interpréter les textes légaux et constitutionnels, etc. On parle de président, ex-président, sénateur à vie. Sénateur à vie, c'est un titre honorifique. C'est un titre honorifique qui n'a rien à voir avec son retour sur le plan politique, moins encore. C'est vous qui l'avez dit, mais ce n'est pas le cas légal. Je peux vous donner les cas. C'est un titre honorifique. Il n'a pas d'engagement avec le Sénat. Il n'est pas payé au Sénat. C'est pour vous dire qu'il peut ou ne pas venir aux sessions du Sénat. Il n'a pas un engagement légal. C'est un titre honorifique. Donc il peut revenir. Il peut revenir. Sur le plan scientifique, nous avons des arguments. L'esprit de la Constitution, c'était quoi? C'était qu'en République démocratique du Congo, un chef de l'État ne pouvait plus faire 3 mandats successifs. Le premier mandat de 5 ans, le deuxième mandat de 5 ans et le troisième mandat. Non. L'esprit de la Constitution, vous êtes élu, vous faites vos 2 mandats successifs, vous prenez... On ne peut reconnaître que cette interprétation à la Cour constitutionnelle. Mais la Cour constitutionnelle, qu'il faudra encore donner du crédit à cette Cour aujourd'hui. Vous connaissez que nous sommes en pleine législature. Cette Cour a pris une décision. Vous la connaissez. Où on a dit que les députés pouvaient changer de parti politique. Des députés élus PPRD
pouvaient changer des partis politiques en pleine législature pour devenir membre de l'UDPS. Oui. Est-ce qu'aujourd'hui, nous pouvons rester sur ces plateaux et donner du crédit aux juges de la Cour constitutionnelle? Monsieur Tchubin, votre président a tenté, alors qu'il était encore au pouvoir, à la fin de son deuxième mandat, de faire un passage en force. Pour un troisième, vous connaissez les conséquences. Il n'a jamais fait un passage en force. Il y a eu des morts. Une fois de plus, c'était de la manipulation. Joseph Kabila avait dit qu'il respectait la Constitution, et c'est ce qu'il avait respecté. En arrivant en 2016, nous étions face à un problème. Il fallait organiser des élections sur fonds propres, parce que nos partenaires nous avaient obligé certaines choses qu'on ne pouvait pas accepter au nom de la souveraineté de notre pays, mais aussi au nom de la dignité du peuple congolais. Alors, il fallait faire un choix. Organiser des élections pour faire plaisir aux multinationales et à la communauté internationale, ou organiser des élections pour consolider les processus électoraux que nous avons initiés avec des cycles électoraux, faire des élections pour consolider cette démarche démocratique de notre pays. Nous avons un choix de reporter les élections en 2018. Et ce choix a été un choix judiciaire. Ce glissement était anticonstitutionnel. Oui, anticonstitutionnel, mais ça a été un glissement consensuel. Ça n'a pas été une opposition du pouvoir. Nous avons fait appel à l'opposition. Nous avions fait appel à toute la société. Ce n'était pas vous, hein. Là c'était la Synco. C'est ce que nous disons. Avec la Quand j'ai dit nous étions au pouvoir et nous avons fait appel à la Synco, aux églises de réveil et aux forces vives de la nation. Comme un seul homme, nous avons pris l'engagement d'aller vers 2018 organiser l'élection. Il faut reconnaître que vous ne vous êtes jamais préparé à organiser des élections propres vous-même en 2016. C'est pourquoi vous avez compté sur les victimes nationales sur cette qui vous avez dynamique-là. déçu après. Nous étions sur cette dynamique. Parce qu'il était temps. En 2006, on a été aidés. Sur le plan logistique et sur le plan financier, on a été aidés. En 2011, et nous avions déjà pris cet élan-là. Parce que le taux de pourcentage par rapport à l'aide que nous avons reçue était, je crois, de 15 ou 20%. L'objectif des élections de 2016... Où est la souveraineté en ce moment-là, si l'organisation... Bon, alors on ne va pas revenir, je vais citer. Vraiment alors, dans le passé. En 2016, l'objectif était que nous puissions organiser des élections à la congolaise, mais avec le fond du contribuable congolais. Et c'est arrivé... Excusez-moi. On reviendra sur ces sujets en détail. Il reviendra souvent. On va peut-être parler élections une fois. On va parler. Alors là, avec André Junior, on va rapidement prendre une dernière question. Oui, justement, tout récemment, M. Chadari, Aubin Minako et Ferdinand Cambéré étaient convoqués à la justice militaire, à l'auditoire militaire juste ici à la Gombe. Qu'est-ce qu'on reproche à vos autorités du PPRD? Absolument rien. Vous étiez là présent. Kinshasa Télévision était là présent. Ils oui. sont venus à 10h. On les a libérés entre 18h et 19h. Qu'est-ce qu'on leur a reproché? Non. Ça, c'était la première invitation. La première invitation. La deuxième, le vice-président Aubin Minako est arrivé à 8h30, 9h. Il a été libéré à presque 2h du matin. Qu'est-ce qu'on leur reproche exactement? Qu'est-ce qu'on nous reproche? Parce que au cours de son speech, quand il a été investi comme vice-président, il avait dit que fini les actions clandestines. Maintenant, nous devons nous affirmer et qu'il était temps que nous puissions reconquérir le pouvoir par de voie démocratique. Mais des personnes mal intentionnées, ont coupé cette vidéo où Aubin Minako dit « Fini les actions clandestines, il est maintenant temps de nous confirmer et de nous affirmer. » Est-ce que le FCC avait besoin d'entrer en clandestinité? Oui, d'exercer. Nous avions. C'est une très belle question. Pourquoi on devait entrer en clandestiné, faire des réunions secrètes et clandestines? Parce qu'on était infiltrés jusqu'à la moelle épinière. Vous savez, Atundu qui était ici est parti. Atundu était déjà parti à l'Union sacrée alors qu'il venait aux réunions du FCC, comme au porte-parole du FCC. Donc, on avait des infiltrés, on avait des agents doubles qui venaient prendre part aux réunions du FCC et qui allaient prendre ce que nous disions ici aux réunions du FCC pour amener à l'Union sacrée. Le cas d'Atundu et les autres, je ne les cite pas. Donc, il fallait
nous refaire, il fallait réfléchir comment nous allons nous organiser pour le futur de notre famille politique. C'est comme ça qu'on avait décidé. Vous avez constaté depuis un certain moment qu'on n'avait plus de réunions officielles et des réunions de grande envergure. C'était question de réfléchir, de travailler en clandestinité. C'était l'essence de la phrase. Nous avons fait ce travail et une fois que les tops étaient élagués, certains étaient partis d'eux-mêmes, comme à Toundou. Après avoir été démasqués, c'est quand même une coïncidence assez curieuse. J'ai fini mes propos. Oui, non, donc, attendez, je pose ma question. Cette déclaration a été faite au moment où le pays est agressé. Non. Mais donc, il y a eu, quelles sont les déclarations qui ont été faites quand le pays était agressé par l'UDPS? Vous les connaissez. Il n'y a rien de tabou dans ces propos. Donc, c'est dans ces cadres-là que Aubin a dit, voilà, ces temps-là de clandestinité, des réunions clandestines pour organiser les partis est fini. Maintenant, il est temps de nous affirmer comme la première force politique de l'opposition, de nous affirmer comme le parti le mieux structuré, le mieux organisé de la République démocratique du Congo, et de nous affirmer à nous engager volontairement pour la reconquête du pouvoir par des voies démocratiques. Et pensez-vous pas que c'était une procédure tout à fait normale, au lieu de toujours crier à la victimisation? Quand vous dites que c'était un processus normal, c'est de nous inviter pour donner ces explications. Parce que la vidéo, elle était une vidéo, je crois, de 5 ou 7 minutes. Ceux qui nous avaient convoqués, ceux qui nous avaient traduits ou, c'est pas, invités au niveau de la justice, n'avaient qu'à suivre cette vidéo et comprendre l'idée ou les idées. D'harcèlement politique, alors oui, d'harcèlement, c'était une procédure tout à fait normale. J'arrive. Quand nous parlons d'harcèlement, pourquoi? Kabouya a tenu des propos plus graves qu'Aubin Ménako, où il n'a jamais été convoqué. Kabouya a dit, nous donnerons des armes au cadre de l'UDPS pour exterminer la race de Kingakati. Il n'a jamais été convoqué. Kabouya a dit que celui qui osera toucher à notre pouvoir, nous allons donner des armes au cadre de l'UDPS. Il n'a jamais été convoqué. Moukoun a tenu des propos plus graves. Il n'a jamais été convoqué. Donc nous comprenons ici que nous sommes face à une justice sélective, téléguidée, pour des intérêts du pouvoir. Quand ce sont des opposants qui parlent des choses vraies et des choses véridiques, on les convoque. On les convoque pourquoi? Parce qu'il faut le faire chier, parce qu'il faut les décourager, parce qu'il faut créer un psychose au sein de l'opinion, et parce qu'il faut fragiliser l'opposition politique qui est aujourd'hui en harmonie avec la population. Mais quand ceux qui sont au pouvoir critiquent, désinforment la population, ils ne sont pas convoqués. Voilà, moi quand j'entends ça de quelqu'un du PPRD, je me dis, bon, comme on dit en Kikongo, Canadien Kondogel Unkuni. Parce que c'était pareil, hein, pour vous et les gens de l'UDPS, quand vous étiez au pouvoir, c'était presque les mêmes pratiques. Oui. C'est blanc, bonnet, bonnet blanc. Je disais tantôt que nous n'étions pas des saints, mais je vais vous donner un détail qui va vous choquer. Ouais. Depuis que l'UDPS était l'opposition, Joseph Kabila était président de la République, aucun cadre de l'UDPS n'a été arrêté pour ses sorties médiatiques à la télévision. On a vu, bon d'accord, aucun. Ça c'est un cas. Mais et surtout pour les communicants. Il y a eu des morts, des manifestants. M. Chibala était en prison. Non, pour autre fait. M. Chibala était en prison pour d'autres faits. On ne va pas revenir. Aucun cadre de l'UDPS au niveau du directoire, président, vice-président, secrétaire permanent ou secrétaire général, jusqu'au communiquant, aucun n'a été arrêté pendant les visites de Kabila à cause de leurs propos. On va se relaxer un tout petit peu, on va parler d'autre chose. Alors, il vous arrive souvent, comme moi, de voir les écrits sur les taxibus, sur les transports en commun. On s'est interrogé, mais ça veut dire quoi? Vous avez déjà vu ça? Et Jean Kiamukelenge est descendu sur terrain pour parler avec les chauffeurs taxi, pour constater avec nous qu'est-ce que ça veut dire tout ça, pour Dieu, ceci. Et puis après, on reviendra tout à l'heure avec Jean-Kia pour nous expliquer. Regardez. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Il y a plusieurs canaux pour faire passer un message. Aujourd'hui, nous nous intéressons aux messages ambulants sur les parois des véhicules. Certains de ces messages sont expression d'une expérience vécue, d'autres visent à moraliser l'opinion. ngande na tchala nga soigner relation pour nazara nga bien na mutu nyonso ata na nzela na ba PCR na ba routière nazara nga bien on na tchala nga soigner relation do tina mutema nga tina mutu kana nga na soigner nga relation na sala ba trouble te mutu na mutako mango na lolenge ndenge ya kaniseli bon pona mususu akomi pona muninga moko te ama pona mususu mbwakela bon pona mususu pe selon ye ninga vike bola muzoba ne opeke na bola muzoba soka ede mutu après
moto wana azongisele na ndenge mosusu tokomaka mpona bambwakela mpona moto mosusu omona asepelaka na yo te ndenge amonaka yo ndenge ozalela kovivre yango omoni mpo asali yo mabe moko boye nzambe aparni yo miponga mpe nazongisela ye nazongisela kana baécrit basala mabe ebele yango nakomela bango un jour apres na nsima nakomela bango susu vutuka kono mpango velela elingi koloba nakozonga mpa na biso ndeti ngai mingi nakoma moto na mbazi eya na kikongo ça veut dire l'homme de l'avenir dans lobi na ngai ton nazwi il faut nabongisa na préparer donc abréviation ya bakar ezala selon motu na motu parcours oyo atraverse nango na vie vu que naza na amour ya mboka na biso nalingi mboka na biso mingi tant que congolais yango nazo tout le temps koéveille kaka esprit ba congolais tozala ensemble tolingana so tomipesi maboko vraiment tolongana mabe oyo nyonso barwandais baolinga basala biso. Ces écrits, souvent en forme d'autocollants, se sont imposés comme mots d'expression populaire, comme les graffitis et les tags sur les murs dans les quartiers populaires. Ce qui patron est abinamoni mamba komaté. Chauffeur ba ki abi non, na mo yo na komaté na retourna ceci na nini. Est-ce que koloka la sambelaka? Misuba ba koloka ba la pasteur, ala do satete. Aso nga pasteur, faut ko mele boui. Sora mutu amta lo yenga ka patron mo dila na courage kaka, ato melega ke no, boui na bona boui. Chauffeur a tout ninga na pesi idée et concordé tout bétian. Ce qu'on connaît dans le béton, on convainc les gens à comprendre les pénales, on a attaqué. C'est pas qu'il qu'on a commis sango. C'est la matière. Je suis bien en bois qui est là. Moi, je me rends boulot. Ah, oui. On a boulot, on a fait les côté. On a patron, on a boulot. Mais il faut répondre des bons. On a dit que c'est comme ça, on a dit que ça n'a pas de bala. On a dit que c'est un bala, on a pas de ça à Kala. On a dit que c'est un clip au monde. Bana patron ba le gama pesa mbote nini kwa nana karo siba le babi comme yana ko ba tena sima bogole langa mko na okeni et toucher ba toi mama kinga na za libanda aya kama mko na boy akomi bona boy bo akomi ka bi ya mwa la suku. Dans une société où la parole a été longtemps mise sous les boisseaux, la floraison de ces autocollants donne désormais libre cours aux frustrations suite au mal de vivre. Voilà, donc Jean, tu as été sur terrain, c'était un sujet quand même assez intéressant. Hein. Alors qu'est-ce que tu as remarqué là? De Bola Mouzoba, un jour ou un jour Borolé Langaï, ouais. Ça dépend du contexte, d'après ce que nous avons recueilli comme propos auprès de ces chauffeurs et taximens, conducteurs de taxi-bus et taxis entre guillemets dans l'ensemble, selon le vécu de chacun. Il y en a qui sont là juste pour moraliser les gens. Ils disent que voilà, moi, ma voiture, je veux l'utiliser comme canal de communication pour interpeller certaines personnes ou les éduquer à ma manière. Mais il y en a aussi qui restent fermes, qui disent que voilà, suite au vécu de mon ancien patron, je suis catégorique, je reste farouche pour dire que voilà, et puis, après être licencié par mon patron, je vais acquérir une autre voiture, je vais écrire des histoires derrière, juste visées contre ces patrons-là, et je vais repasser par son entreprise, parquer ma voiture pendant quelques minutes ou une minute ou je sais pas, une heure, juste pour qu'il voie. Mais un autre fait qui n'a pas été dit dans ces reportages, c'est vrai que c'est des messages codés, mais c'est vraiment la codification de ces messages encore. C'est dans le sens que pour le tracasserie routière ou alors des bus en circulation interville, il y en a qui ont donné une seule forme de message à tous les bus pour que cela soit identifiable. C'est-à-dire, il y a des autorités, d'après ce que nous avons recueilli, des autorités militaires, de la police et des FARDC, qui soit ont de véhicules, ou soit n'ont pas de véhicules, mais coopèrent directement avec le propriétaire de véhicule. Leur disent, ben voilà, écrivez par exemple dans votre véhicule un jour. Comme ça, tous vos véhicules où il y a un jour, moi je vais intimer l'ordre sur terrain pour qu'on ne les touche pas en cas de quoi, où vous ne payerez rien. Alors, ça veut dire que ça peut être des codes, quoi. Des codes, ça dit qu'on écrit, par exemple,
mi batte la batte là, comment on dit? Mi batte la batte. Ça veut dire que c'est un code pour dire ce véhicule on ne touche pas parce qu'il appartient. On ne touche pas parce qu'il appartient à un officier, à un haut gradé et consort. Mais après, ça interpelle beaucoup. Hein. On a vu sur les réseaux sociaux. On n'a pas voulu faire passer, puisque c'est la télé, faire passer certaines addicts. C'est vraiment, ils sont incroyables de messages qu'ils mettent dans le paroi de leur véhicule. C'est vraiment incroyable. C'est le genre, Rabi ne change pas. Chez les militaires, ça signifie que le salaire n'a pas évolué. Mais là, ça a évolué quand même. Rabi a changé. Non, mais c'était très intéressant. Quand j'ai vu ça, quand je voyais ça, je me suis dit, mais c'était votre idée. Comment se fait-il que on écrive sur des véhicules? C'est la sagesse populaire. Ouais. La sagesse populaire. Et c'est plein. Moi, il y a des jours où je m'amuse vraiment à lire. Ça a commencé avec un peintre populaire ici qui s'appelait Chéri Samba Verngiri. Ouais. C'est lui qu'on retrouve dans la chanson de Taboulay, là. Voilà. Au niveau de Nzea Bayaka. Ouais. Donc, il peignait toutes les scènes de la vie quotidienne. Voilà. Et cette sagesse traduit les réalités quinoises. Oui, exactement. Les réalités quinoises. Vous en avez, vous, qui vous a particulièrement touché, un message? Non, mais nous véhicule? lisons. Ouais. Moi, ce qui m'intrigue un peu, parce qu'il y a certains messages, quand vous regardez l'orthographe, vous comprenez que ici, ça a été fait soit à la vite fait, soit ça a été fait à dessein, mais l'objectif ou le but, c'est de transmettre un message. Un message, ouais. Voilà. Alors, les messages... Souvent, c'est un mauvais français. Un mauvais français, mais qui fait passer un message. Ce qui est important, c'est ce qu'il y a derrière ce message. Nous étions à Limité, vers Andjili, vers quartier 6, avec Joe Nsakam. On a rencontré l'un de, il s'est dit, décorateur de ces véhicules, de ces écrits. Il dit, justement, c'est ça le combat. C'est que nous sommes en train de former la jeunesse, mais pour que cette jeunesse soit formée à ce que nous faisons, il faut qu'elle aille d'abord à l'école. Parce que souvent, nous sommes victimes de plusieurs critiques. Et puis on dit, na muto ya komaki na o mdapesa ideba koma binonio soba bazoba parce que nenge ba komela ngweza bongote. Voilà, donc moi j'aime bien. En tout cas, il y a des jours où je me perds à lire ce qu'il y a. Des fois, je rigole, des fois je me pose plein de questions. Je pense qu'il était quand même important qu'on revolver silencieux, comme je vois là. Vous tout cas, vous n'en pas vous là. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, il a dit na rozonga ka et pas na biso. Alors, les patrons, ils acceptent aussi que les chauffeurs, ils écrivent des trucs sur leur véhicule. Après, ce sont des détenteurs précaires. C'est eux qui... Ce patron, ce n'est pas de messieurs 4 pièces. Souvent, c'est d'anciens débrouillards. C'est des mboakés, là, quoi. Ils s'expriment. Oui, d'anciens débrouillards qui... Ce serait intéressant, quand même, qu'ils s'expriment aussi sur des sujets des sociétés, hein, ce qui se passe. Ils écrivent comment ils se sentent. Après, là, je pense qu'il va avoir... Il y a l'autre qui a écrit sur sa voiture, unissons-nous. Lui, il parle de la situation actuelle dans le pays où il appelle tout le monde à être uni. Voilà, merci beaucoup, Monsieur Jean-Serge Tchibin. En tout cas, c'était un plaisir de vous avoir sur notre plateau. Mais avant de se séparer, on va revenir pour conclure parce qu'on a commencé par là, les consultations. Vous faites quoi? On fait quoi? Donc vous attendez, comme vous dites, Balamba, Balia, Batoroyate, ou bien vous êtes vous alignez avec les prélats pour peut-être vous mettre à la même table de négociation? Non, Monsieur Marius, en démocratie, il y a un principe, le dialogue est en réalité un mécanisme permanent de consolidation de la cohésion nationale, de l'unité, mais surtout un mécanisme pour prévenir les conflits dans une société. Nous, pendant notre gouvernance, nous avons initié plusieurs tables rondes, assises, concertations et dialogues. L'objectif, ça a toujours été de chercher à répondre aux exigences, à la paix, mais surtout à l'unité de la nation. Parce que vous pouvez avoir autant de moyens, vous pouvez avoir autant des approches, vous pouvez avoir autant de choses à faire passer, mais quand vous êtes divisé, vous êtes une nation qui est appelée à disparaître, mais surtout à perdre en termes de bataille. Aujourd'hui, ce qui s'est fait au niveau du Conseil spécial ne nous concerne pas. Ne nous concerne pas parce que nous avons compris que c'est la majorité au pouvoir qui consulte sa propre majorité. Il y a quelqu'un qui l'a dit ici sur ces plateaux. On voit un conseil spécial en matière de sécurité du chef de l'État qui reçoit son chef du parti
avec ses adjoints, qui reçoit la première ministre, qui reçoit le président du Sénat, qui reçoit le président de l'Assemblée nationale. Donc, c'est de la majorité qui reçoit ou qui consulte sa propre majorité. Pour quelle fin? Nous ne connaissons pas. S'il y aura un dialogue, un véritable dialogue, inclusif, un dialogue qui peut aboutir à quelque chose de très bien pour la paix, pour la stabilité de la sous-région, pour la paix définitive dans notre pays, nous sommes un parti de paix, nous sommes un parti respectueux. Comment vous voyez ce dialogue-là? Comment vous le voyez? Pas dans la forme actuelle, parce que vous le critiquez, mais comment vous le voyez, cet appel-là? Mais c'est un dialogue d'une famille politique de l'Union sacrée. Nous n'avons pas de commentaires. Mais qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on... Mon cher aîné qui était en face nous disait que le parti politique, ce sont des faits privés. C'est une réalité. L'Union sacrée, c'est un fait privé. Ça ne nous concerne pas. En réalité, ils pouvaient s'enfermer au niveau du deuxième riz. On met des chapiteaux et tout ça. Ils s'inconsultent et ça n'a rien à voir. Parce qu'on fait passer du temps. Quand vous prenez les nombres de personnes qui ont été consultées, M. Atoun vous a dit qu'on a consulté... La société civile. Non, même pas la société civile, le nonce apostolique. Il y a Mme Néné qui était Néné fait partie de personnes comme Atundu qui étaient des infiltrés, qui étaient des tops, qui étaient des agents doubles au sein du FCC, qui étaient des mèches aussi avec l'Union sacrée. Donc, jusque-là, au stade actuel, aucun opposant sérieux n'a jamais été consulté par le pouvoir en place. Je crois que quand on est membre du PPRD, on est libre aussi de quitter le parti. Parce que l'adhésion est aussi libre. Oui. Mais ayez le courage, quand vous quittez... On ne peut pas être traité de top en ce moment-là. Non, non. Pourquoi on les traite de top? Parce qu'ils n'ont pas été sincères. Beaucoup n'ont pas eu le courage de nous dire que voilà, j'ai adhéré. Moi, j'ai adhéré librement. Je suis en train de partir librement. Je fais ma démission. J'ai lu un article d'Atundu dans Jeune Afrique où il explique sa démarche. Non, expliquer sa démarche, c'est autre chose. Donc, vous adhérez dans un parti. Quand on adhère dans un parti politique, il y a une fiche d'adhésion. Et quand vous ressortez, vous sentez que je ne suis plus le bienvenu dans cette famille politique, où je ne partage plus les mêmes convictions avec ceux qui composent cette famille politique-là, vous démissionnez. Vous écrivez une lettre officielle, vous la rendez publique. Mais non, beaucoup n'ont pas fait ça. Beaucoup ont utilisé ce que je peux appeler comme de l'espionnage. De l'espionnage qui était d'ailleurs sous-traité par l'Union sacrée. Ils étaient avec nous, s'affirmant comme membres du FCC, et les soirs, ils étaient à l'Union sacrée. Alors, pourquoi nous avons constaté qu'il y avait des tops? Parce qu'à un certain moment, il y avait des réunions où certaines personnes évitaient les caméras. Ah non, vous ne pouvez pas me filmer. Est-ce que vous ne trouvez pas important qu'on ne peut pas filmer? Non, dis-moi, c'est une réunion de la famille politique. Auparavant, ça ne posait pas de problème. Pourquoi aujourd'hui, vous filmez, vous prenez une image, balancez sur les réseaux sociaux et à la télévision, ça devait poser problème. C'est par cette observation que nous avons conclu que nous étions infiltrés, qu'il y avait des tops. Et après, ceux qui avaient pris le courage de partir sont partis librement, tout en laissant des traces qui nous fragilisent ou qui nous ont rendu un mauvais service depuis un certain moment. Voilà, désolé, hein, André Junior, il reviendra, hein, je vous garantis. Il reviendra, comme ça on aura des... J'aimerais bien même avoir un débat entre vous et notre ami Henri Mutombo, hein, dans les jours qui viennent. Avec plaisir. Ouais, ça m'intéresse. Merci beaucoup, en tout cas, monsieur Alain Serge Tchibin, d'être venu nous voir. C'était un plaisir de vous recevoir. Revenez quand vous voulez. Merci, on est là à votre disposition. Merci à vous, hein, chers amis, d'avoir été avec nous. Encore aujourd'hui. On se régale aujourd'hui avec l'ambassadeur Atundu et M. Tchibin. Ouais. Nous en avons appris beaucoup. Ouais, on a appris énormément. Sur le parti présidentiel. Voilà. Sur l'ancien président. Voilà, donc on se retrouve. Aujourd'hui, on est quoi? Mercredi. On se retrouve sûrement vendredi avec un autre numéro de cette émission Cocorico. Si vous avez des idées, des propositions à nous faire, n'hésitez pas, je martèle, on est toujours à la recherche des dames pour nous accompagner dans ce plateau en dehors de Cocorico. Voilà. Au nom de tous ceux qui ont aidé à réaliser cette émission, à la technique, à la caméra, il y avait John Sakama. John Sakama, le caméraman privé du chef. C'est lui qui a écrit, hein? Moi, je n'ai pas dit ça. Moi, bon, c'est mon caméraman privé, John Sakama. Merci à Espérance Moutoumene, à Sanglar
Manzambi, à King Kabwaya et à Victor Manzombi se sont occupés donc de la prise des vues. Gaylor Vanga était au son, de Josapha Mombo, malgré qu'il y a parce qu'il travaille beaucoup, il est partout à la fois. Il était confus aujourd'hui. Josapha, merci d'avoir travaillé derrière pour que les choses se passent bien. Un grand merci à notre réalisateur de tous les jours, Scotty Moukonkole. Au nom de toute cette équipe, je vous dis un grand merci et on se retrouve Monsanto. Merci à Monsanto. Tréville Lukezo. Espérance Moutoumene. Finalement, je ne veux plus citer les noms, je vais dire juste toute l'équipe. Justement, on va faire un générique. Il va défiler comme ça. Non, on est au Congo. Bangé, ça va bien. Allez, au nom de toute cette équipe, je vous dis un grand merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc vendredi avec un autre numéro de cette émission et puis d'autres invités. D'ici là, portez-vous bien. Et voilà, merci. Au revoir. S'élève, reflet de nos histoires sous le ciel du Congo. Des rues de notre ville jusqu'à l'étreinte du monde. Kinshasa Télévision, notre véritable visage. Nous racontons notre voyage en couleurs vives et éclatantes, transformant les perceptions, apportant la vérité. Fini les récits lointains, c'est notre tour de partager